c'est Radio X. Radio X. Choix. Choix. Faites-vous votre propre opinion. Oh my gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west. Radio X Files avec Christian Page et Camille. Oh my gosh, dude. Radio X. Avec encore à cette heure-ci un 16 degrés à l'extérieur à Québec. Je vous souhaite la bienvenue sur les ondes de Choix 98.1 Radio X. Je vous cacherai pas qu'avec le soleil encore debout dehors, j'espère que vous nous écoutez sur une terrasse ce soir. Peut-être un petit barbecue en vue. On s'installe pour la prochaine heure pour les Radio X-Files. Et sans plus tarder, je lance la thématique de ce soir qui est dans les énigmes historiques et ou les théories du complot. From the very depths of hell. And the blackest regions of the imagination. It is coming. H.P. Lovecraft's Necronomicon. The Book of the Dead. No! 3 strange tales of the supernatural and the unearthly. Don't push me away! A terrifying trilogy inspired by the horrific works of the original master of horror himself, H.P. Lovecraft. The secrets of the Necronomicon do not come cheap. An amazing encounter Why are you doing this to me? in the realm of lurking fear and unspeakable horror that will take you to hell. 3 nightmares calculated to keep you sleepless forever. You are not alone. Necronomicon, the Book of the Dead. See it if you dare. Bonsoir, Christian. Mais ça a une fin comme ça. Ça, un petit rire diabolique. Mais bon, oui, effectivement. Bonsoir, Camille. J'espère que tu as passé une belle semaine aujourd'hui. Je sais pas, je suis comme dans un mood estival. Là. Il fait beau dehors. Les gens nous écrivent qui sont effectivement sur leur terrasse et qui nous écoutent. Et tu nous proposes une émission ce soir en 2 volets, dont une qui est une demande spéciale d'un auditeur. Et je les invite d'ailleurs, ces auditeurs-là, à prendre une gorgée de bière à chaque fois qu'on va massacrer le mot Necronomicon. Ça va peut-être arriver. Necronomicon. Je vais les répéter 10 fois à voix haute. Mes collègues me trouvaient folle avant d'entrer en onde. Le Necronomicon, qui est un grimoire, de ce que j'ai compris. Voilà, on va y revenir, mais effectivement, c'est un grimoire qui, dans la culture populaire, puis là, d'ailleurs, on vient d'entendre un extrait d'un film de 1993, quoique dans ce film de 93, on met bien la table au début en nous disant inspiré du livre Le Necronomicon, créé par H.P. Lovecraft. Lovecraft, qui est un auteur très populaire au début du 20e siècle, qui était un maître du fantastique. Donc, il est le créateur du Necronomicon. Mais il faut dire que dans la culture populaire, beaucoup croient que le Necronomicon serait plus qu'un grimoire inventé par Lovecraft. Il y aurait une véritable version du Necronomicon, un grimoire de magie, de sorcellerie. Donc, on va revenir un peu sur les origines de ce livre-là et voir quelle est son assise sur la réalité. Est-ce que oui ou non, il y a un Necronomicon? Et s'il n'y en a pas de Necronomicon, est-ce qu'il y a un livre semblable au Necronomicon qui a inspiré le cinéma? Parce que bon... Qui est un peu la version, en fait, littéraire d'une boîte de Pandore. Oui, un peu, parce que là, on vient d'entendre le film, l'extrait du film de 1993, mais il faut savoir que le Necronomicon, on le retrouve dans plein de films, dans des jeux vidéo, dans d'autres romans. Et à toutes les fois où on voit dans un film une espèce de grimoire de magie, ben, une fois sur 2, ils vont l'appeler le Necronomicon. Hein. On pense par exemple à des classiques comme l'Opéra de la Terreur, le Livre des Morts. Bien évidemment, on s'est inspiré du Necronomicon. Il est un peu l'inspiration derrière tous ces
ces grands grimoires de magie, de sorcellerie qu'on voit notamment dans les films d'horreur pour incanter des démons, faire des incantations de sorcellerie. Donc le Necronomicon est toujours, faut toujours avoir un peu à l'esprit ce Necronomicon. Okay. Mais pourquoi je vais te parler du Necronomicon? Ben, c'est une demande d'un auditeur, comme tu l'as mentionné, qui m'a demandé, oui, avez-vous déjà entendu parler du Necronomicon? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Mais pourquoi en parler ce soir? Ben, il est un peu conséquent de ma première nouvelle, ce Necronomicon. Et ma première nouvelle parle d'un véritable livre mystérieux. Un livre d'ailleurs parce que si le Necronomicon est un livre mystérieux, il n'a pas le titre d'être le livre le plus mystérieux au monde. Le livre le plus mystérieux du monde, il s'appelle Le manuscrit de Voynich. Et pour moi, je ne le cache pas, le manuscrit de Voynich est un peu une obsession. Okay. J'ai chez moi une copie intégrale du manuscrit de Voynich, puis je l'ai même en plusieurs versions. Une de ces versions-là, qui est une magnifique reproduction intégrale, 100% identique à l'original, m'a été remise par l'Université de Yale. C'est à l'Université de Yale qu'est conservé ce manuscrit de Voynich. Est-ce que tu as déjà entendu parler du manuscrit? Jamais. Alors, je vais t'en parler. On est au 15e siècle? Oui, c'est le livre le plus étrange jamais vu. Donc, je te raconte un peu. J'en ai parlé il y a quelques années avec Marceau. On avait fait une émission entière sur le manuscrit de Voynich. D'ailleurs, c'était l'une des premières émissions que j'ai fait dans les Radio X-Files. D'accord. Parce que c'est vrai que ça me passionne. Tout ce qui touche de loin ou de près ou de loin le manuscrit de Voynich me fascine. Et à l'époque, j'avais fait donc une émission avec Marceau pour en parler. On en avait parlé de long en large, tous les détails. On ne fera pas ça ce soir. Mais pour ceux qui n'étaient pas avec nous il y a 4 ou 5 ans, parce que ça date quand même un peu, ce fameux manuscrit de Voynich, sa découverte ou sa redécouverte remonte à 1912. À ce moment-là, on a un antiquaire de livres aux États-Unis qui s'appelle Wilfrid Voynich. Il parcourt le monde, il achète de vieux manuscrits qu'il revend sur le marché des enchères. Alors qu'il est de passage à Londres, il entend parler, des amis lui disent, vous savez, il y a des moines qui habitent Frascali, qui est en banlieue de Rome. Ces moines, c'est un monastère jésuite. Ces gens-là ont besoin de sous pour rénover le monastère et ils sont prêts à se départir d'une partie de leur collection. Parce qu'il faut savoir qu'avant l'invention de l'imprimerie, les livres étaient reproduits par des copistes. Ouais. Donc ceux qui ont en tête peut-être le film Au nom de la rose, qui est un magnifique film, qui est un livre de Humberto, qui est l'adaptation je parle du livre et du film. Le livre est de Humberto Eco et le film mettait en vedette Sean Connery. Et donc on voit là-dedans ces fameux moines copistes qui reproduisent les livres. D'ailleurs, c'est un peu un problème parce qu'avant l'invention de l'imprimerie, comme les livres étaient recopiés par les moines, les livres qui étaient à caractère religieux, parfois le moine, il rajoutait 2 ou 3 virgules, rajoutait une phrase par-ci, par-là. Il interprétait, lui. Voilà. D'ailleurs, on en a parlé ensemble à un moment donné, lorsqu'on a parlé, est-ce qu'il y a vraiment eu un Jésus historique, etc. Lorsqu'on a abordé ces questions-là, il faut savoir que au 1er siècle, il y a un ouvrage très important qui s'appelle l'Histoire du peuple juif, qui a été écrit aux alentours de l'an 60 à peu près. Et Flavius Joseph, qui était cet historien qui a écrit l'ouvrage, donc on n'a pas la copie originale. Hein. Donc Flavius Joseph écrit l'histoire du peuple juif, mais comme on n'a pas l'original, on n'a que des copies. Ben, il y a un passage dans l'histoire du peuple juif de Flavius Joseph où il dit, oui, à l'époque, autour de l'an 30, à Jérusalem, il y avait tout un brouhaha autour d'un personnage qu'on appelait Jésus. Et ce Jésus était un homme fantastique qui faisait des choses merveilleuses. Alors là, évidemment, on se dit, ben là, Flavius Joseph, c'est pas un chrétien, là. Il écrit un livre sur l'histoire du peuple juif, et comme il fait une référence ici, ça devient un texte c'est un texte laïque, hein, c'est donc pas un texte religieux. Et là, noir sur blanc, c'est extraordinaire, noir sur blanc, Flavius Joseph mentionne nommément Jésus, et il nous dit c'est un homme fantastique qui faisait des choses merveilleuses. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'original.
Donc, c'est tout un débat. Alors, qu'est-ce que réellement Flavius Joseph a écrit? Bon, on est à peu près certain qu'il a écrit à l'époque, autour de l'an 30, il y avait une espèce de brouhaha à Jérusalem qui régnait, une espèce de chaos à propos d'un certain Jésus. Ça, on est à peu près certain de ce passage-là. Mais le passage qui suit où on dit « C'était un homme fantastique qui faisait des choses merveilleuses », ça fait complaisant un peu, hein? Ouais, là, on est un peu incertain, hein? Bon, et souvent, même, quand on discute avec des historiens, à cause, justement, du fait que le texte a peut-être été embelli, on dit un texte apocryphe, donc modifié ultérieurement, ben, les historiens, beaucoup d'historiens disent, il faut faire attention de ne pas prendre forcément à la lettre Flavius Joseph lorsqu'il décrit Jésus. Okay. Donc, il faut faire attention à ça. Mais bon, on voit un peu, ça nous met un peu dans cette ambiance de ces moines copistes qui reproduisaient des livres et qui avaient des collections de livres qui étaient tout à fait extraordinaires parce qu'ils recopiaient des livres, ils les recopiaient ou bien pour augmenter la bibliothèque de leur propre monastère, ou ils le faisaient aussi pour des nobles. Des gens allaient voir, par exemple, les copistes et on disait, ben voilà, on a un ouvrage ici qui raconte telle ou telle histoire, un livre de botanique ou un livre de médecine. On est avant l'invention de l'imprimerie. Voilà. Donc, on demandait à ces moines copistes, en échange de quelques pièces, de reproduire ces livres-là. Et donc, c'est d'ailleurs à cette époque, avant l'invention de l'imprimerie, quand un noble avait dans sa bibliothèque 10 ou 20 livres, c'était une énorme bibliothèque parce qu'il faut savoir que chaque livre était reproduit à la main. Ce qui nous ramène à notre histoire de notre fameux Wilfrid Voynich. Il est donc de passage à Londres. Il entend parler que les moines du monastère de Frascati veulent se débarrasser de certains de leurs livres. Ils ont besoin de sous pour rénover le monastère. Donc Voynich se rend sur place et on lui présente des boîtes dans lesquelles il y a des manuscrits très anciens, certains très endommagés. Mais l'un d'entre eux retient son attention. C'est un beau manuscrit, très très beau. Sa grosseur, il n'est pas énorme. Imagine-toi à peu près la grosseur d'une tablette, une tablette numérique. Là. Tu vois un peu le genre. Oui. Donc un peu moins, un peu plus petit qu'une feuille 8,5-11, mais quand même plus gros qu'un téléphone portable. Donc c'est entre les deux à peu près. C'est un beau manuscrit. C'est un papier vélin, c'est un document qui a à peu près 250 pages. Voynich voit du premier coup d'œil que plusieurs pages sont manquantes, donc il devait être un peu plus conséquent, mais pas beaucoup. Donc il y a grosso modo 250 pages. L'intérieur est en papier vélin. Il est magnifiquement illustré de très très beaux dessins, très coloré. Voynich, en le regardant, il voit assez rapidement que l'ouvrage semble se présenter en 4 volets. On a un premier volet où on voit des plantes. Donc, c'est probablement un livre sur la botanique, un espèce de traité de botanique. La deuxième partie montre des constellations, en fait des constellations d'étoiles, des signes du zodiaque et autres. Donc, il en conclut que ça doit être un traité d'astronomie, mais peut-être plus d'astrologie à l'époque que l'astronomie. Mais faut dire que les deux sciences, la science et la pseudo-science se confondaient un peu, donc probablement un traité d'astrologie. La troisième partie, plus courte, elle est assez étonnante. On y voit beaucoup de femmes nues, enceintes, dans des espèces de bassins avec de l'eau verte, et ces bassins semblent reliés les uns aux autres par des tuyaux très complexes, des systèmes tubulaires. C'est assez mystérieux. Donc, il conclut qu'il doit s'agir un peu, peut-être d'un traité sur la thermothérapie, les bains, l'eau, des espèces de, parce qu'on croyait beaucoup à ces fameux bains thermaux. On s'est dit, c'est peut-être un traité sur les bains thermaux, les bienfaits de ces bains avec l'eau chaude, etc. Donc, il conclut à ça. Et la dernière partie, très, très belle, très, très illustrée. On y voit beaucoup de racines de plantes. Et là, encore une fois, Voynich, en regardant ça, se dit, c'est peut-être un traité sur comment faire des cocktails ou des potions avec des herbes et des racines. Donc, c'est les 4 volets du manuscrit. Ce qui frappe également Voynich, c'est que il ne peut pas le lire parce qu'il est écrit dans une langue qu'il ne connaît pas, mais il conclut qu'il doit s'agir à regarder un peu la forme des caractères. Et c'est une belle écriture. On voit que l'auteur est très appuyé dans l'écriture. Et il conclut que c'est probablement une écriture de type arabe ou peut-être du sud-est asiatique ou de l'Inde. Mais c'est une langue visible qu'il ne connaît pas. Donc, il achète le manuscrit avec d'autres livres, il le ramène aux États-Unis, et là, évidemment, on tombe de curiosité en curiosité. Quand il le montre à ses savants confrères, on dit, ben là, c'est beau, mais ça, c'est une langue qui n'existe pas et qui n'a jamais existé.
Donc, le manuscrit, il est unique. Il est écrit dans une langue qu'on ne connaît pas. Quant aux plantes, aux dessins de constellations astrologiques ou encore les racines, et encore plus les femmes qui sont dans des bassins, rien de cela ne correspond à la réalité. Hein. Ce sont des plantes qui n'existent pas, des racines qui n'existent pas, des constellations qui se rapprochent de certaines constellations qu'on connaît, le taureau, la Vierge et autres, mais avec des variantes assez surprenantes. Donc, le manuscrit de Voynich représente rien. Et là, Voynich s'étonne un peu, et c'est un manuscrit qui est vraiment magnifique, et quand on le voit, il est clair que l'auteur s'est beaucoup investi dans l'écriture du manuscrit de Voynich. Alors là, évidemment, depuis la découverte du manuscrit, donc il le ramène aux États-Unis en 1912, et peu à peu, le manuscrit commence à être connu dans les milieux littéraires. Tous les plus grands cryptographes vont tenter de traduire le texte. Et quand je dis les plus grands cryptographes, là, c'est vraiment des gens qui travaillaient au FBI, des gens qui ont travaillé à la CIA, des gens qui travaillaient dans les services secrets, ont demandé des copies du manuscrit pour essayer de le déchiffrer. Bien sûr, on s'attendait pas à trouver là-dedans des renseignements d'ordre militaire, mais c'était une envie de percer le secret du manuscrit de Voynich. Et tous se sont brisés les dents. On n'a jamais réussi à traduire le manuscrit de Voynich. C'est difficile d'essayer de lire dans les pensées de quelqu'un, surtout une personne qui n'existe peut-être même plus. Oui, non, c'est sûr qu'il n'existe plus. Et là, évidemment, le manuscrit de Voynich, comme on n'arrivait pas à le traduire, on a même essayé au cours des dernières années en utilisant l'intelligence artificielle, et on n'a pas réussi à déchiffrer non plus le fameux manuscrit en question. À un moment donné, on s'est même dit, il doit s'agir d'une fraude, c'est pas possible. Un truc comme ça peut pas exister. Et là, qui aurait été le mieux placé pour pouvoir faire le manuscrit de Voynich? C'est Voynich lui-même. On s'est dit, c'est un type qui vendait des livres dans des collections anciennes. Peut-être est-il tombé sur un paquet de papier vélin de quelques siècles passés, et puis il a créé le manuscrit à partir de vieux papiers anciens. Parce qu'il est clair que les premières analyses au microscope ont révélé que l'encre était ancienne, que le papier était ancien, que la couverture était ancienne. Mais c'est difficile de savoir à quel moment quelqu'un s'est penché sur le papier et a écrit le manuscrit. Ouais. Donc, est-ce que Voynich n'aurait pas utilisé une vieille couverture, du vieux papier, de la vieille encre, et aurait produit le manuscrit de Voynich? Donc, à un moment donné, on s'est dit, Voynich est peut-être l'homme derrière le canular. Mais avec les années, cette hypothèse-là a été complètement rendue caduque, pour plusieurs raisons. D'abord, il faut savoir qu'on a une analyse au carbone 14, au début des années 2000, a démontré que le manuscrit avait été fabriqué quelque part entre 1404 et 1438. On a utilisé parce que la couverture est faite en peau d'animal. C'est une peau de chèvre, là, un truc comme ça. Et quand on a c'est de la peau d'agneau, et quand on a utilisé le carbone 14, on a pu déterminer l'âge de l'animal dont on a tanné la peau pour faire la couverture. Mais encore une fois, même si on a l'âge de la couverture, ça ne veut pas dire que le manuscrit a été fait à cette époque. Ça pourrait simplement être une couverture très ancienne que Voynich a réadapté sur un manuscrit qu'il a falsifié lui-même. Ouais, chapeau quand même, ça c'est beaucoup de travail. Ouais, c'est sûr que c'est beaucoup de travail. Et là, évidemment, l'analyse au carbone 14 est venue un peu briser deux hypothèses qu'on avait, parce qu'on se disait, OK, si ce n'est pas Voynich qui a fabriqué le manuscrit, donc ce serait à ce moment-là une fraude, qui aurait pu produire un ouvrage aussi complexe, aussi sophistiqué? Parce que pour l'avoir eu j'en ai une copie à la maison, mais j'ai eu la chance de l'avoir entre les mains pendant une quinzaine de minutes. Il est conservé aujourd'hui à l'université de Yale, au Connecticut. Il est dans la collection des manuscrits rares et anciens, la collection Beinecke. Et j'ai eu la chance de l'avoir entre les mains. Il est vraiment magnifique, là. Il est très, très beau et très achevé. On voit que c'est un ouvrage, c'est pas une première œuvre, c'est vraiment, c'est le point culminant d'une carrière, soit d'un faussaire ou d'un auteur, peu importe, mais c'est le point culminant d'une carrière, le manuscrit. Et là, on se disait, si c'est pas Voynich qui l'a fabriqué, on avait deux choix, deux bons candidats. Un était Léonard de Vinci et l'autre est un certain Roger Bacon, une espèce d'alchimiste qui vivait au 13e siècle. On s'est dit peut-être que c'est l'un ou l'autre, ou à tout le monde, on ne voit pas d'autres personnes qui auraient pu écrire un ouvrage aussi complexe. Malheureusement,
l'analyse au carbone 14 qui montre que le manuscrit a été fabriqué dans la première moitié du 15e siècle, donc entre 1404 et 1438, vient d'éliminer nos deux candidats. Léonard de Vinci est né en quelques 20 ans après la fabrication du manuscrit, okay. Donc trop jeune pour avoir, sur le plan historique, trop jeune pour avoir fait le manuscrit de Voynich. Et le manuscrit est quelque chose comme 150 ans, a été réalisé quelques 150 ans après la mort de Roger Bacon. Donc ça ne peut pas être ni Bacon ni de Vinci qui ont fabriqué le manuscrit de Voynich. Alors là, encore une fois, on se disait, peut-être que quelque part, le manuscrit est un faux qui a été fait par Voynich. Mais voilà que des recherches récentes ont permis de retrouver une lettre qui remonte au XVIIe siècle. Et dans cette lettre, c'est des échanges entre des gens, des nobles, la haute bourgeoisie. Et dans cette haute bourgeoisie, il y a un médecin qui écrit à un autre, puis il dit, je suis passé il y a quelques semaines en Bavière où j'ai rencontré le roi Guillaume machin. Et là, il dit, il m'a montré un ouvrage qui est tout à fait fabuleux. Il présente quatre volets, un sur l'astrologie, un autre sur la médecine. Et on voit dans la description qu'il fait du livre qu'il a eu entre les mains. Il n'y a plus de doute, là. C'est clairement le manuscrit de Voynich. Donc là, maintenant, on a une preuve d'une lettre qui date des années 1600 qui montre que le manuscrit de Voynich était déjà en circulation à cette époque-là. Et si on devait aller encore plus loin, si Voynich l'avait truqué ou falsifié le document, on voit pas pour quelle raison il l'aurait fait, parce qu'il ne l'a jamais vendu. À partir du moment où le manuscrit s'est imposé de lui-même comme étant une grande curiosité, et que tout le monde a essayé de le décoder sans y réussir. Lorsque Voynich est décédé, il n'a pas vendu le manuscrit, on y avait offert vraiment un pont d'or pour le manuscrit, et à son décès, il l'a légué à sa femme, qui elle non plus ne l'a pas vendu, et elle-même, à son décès, elle l'a légué à sa secrétaire, et c'est sa secrétaire qui, éventuellement, à la fin des années 50, en a fait don à l'université de Yale. Donc, à partir du moment où Voynich met la main sur le manuscrit, il ne le vend plus, il ne circulera plus dans un marché, disons, économique, mais il va passer de main en main entre des gens qui vont en hériter et qui vont tenter de l'étudier, de comprendre son contenu. Et on n'y est jamais parvenu. Et ce qui est quand même aussi très intéressant, et c'est peut-être un des éléments forts, quand on a analysé le manuscrit de Voynich, on l'a reproduit, on a utilisé l'intelligence artificielle, les plus grands cryptographes, comme je t'ai mentionné. C'est ce qui m'étonne le plus, que même l'intelligence artificielle qui peut tout inventer n'a pas trouvé quelque chose de peut-être inventé. Exactement, et c'est quand même étonnant. Et ce qu'on a pu déterminer au fil du temps, c'est que l'écriture, qui est une écriture qui n'existe pas, qui n'a jamais existé, que le texte répond, il y a quelque part des redondances dans le texte qui montrent très clairement que le texte répond à des règles de syntaxe et d'orthographe. Donc c'est pas n'importe quoi, c'est pas un type qui s'est assis puis il a écrit n'importe quoi. Le type qui a écrit le manuscrit de Voynich, il a inventé littéralement une langue avec ses règles de syntaxe, ses règles d'orthographe, et une fois que ça a été établi, il a écrit le manuscrit de Voynich dans ce sens-là. Pourquoi l'a-t-il fait? Pourquoi ce manuscrit est si complexe? Pourquoi ce manuscrit est si difficile? Et là, inutile de dire que, au cours des années, toutes sortes de personnes, autant des amateurs que des spécialistes, ont proposé des interprétations au manuscrit de Voynich. Ce qui semble le plus évident, c'est que le manuscrit de Voynich doit contenir de l'information qui devait être mal vue. Si on prend en considération que le manuscrit a été fabriqué quelque part au début du 15e siècle, comme l'indique l'analyse au carbone 14, forcément, le contenu devait quelque part soit choquer la noblesse, soit choquer les dirigeants, ou soit choquer l'Église. C'est les seules raisons pour lesquelles quelqu'un se serait penché et aurait écrit un manuscrit aussi complexe. Pourquoi écrire un livre si personne ne peut le lire? Ouais. À moins que seuls quelques initiés, qui aient le code, la façon dont on peut le décoder, vont l'utiliser pour avoir accès à l'information. Alors là, on a imaginé toutes sortes de trucs, des traités d'alchimie, des traités de sorcellerie, le livre du diable. Plus récemment, on a vu les extraterrestres aussi. Je l'aime bien celle-là. Un extraterrestre oublié sur Terre, un peu comme le pauvre E.T. dans le film de Spielberg, oui. qui finalement ne peut pas repartir sur sa planète. Donc finalement, il décide d'écrire un traité pour parler de son monde à lui. Il écrit ses états d'âme. Il écrit ses états d'âme. Fait que, puis
il nous donne en héritage quelques dessins de plantes de chez lui, de constellations. Mais il y a un problème parce que les madames qu'on voit dans le sont pas mal manuscrit humaines, hein? Oui, sont très, très humaines. Hein? C'est des très madames humaines, ça. Fait à moins de croire que sur sa planète, les madames étaient très humaines, là. Disons que les madames dans le manuscrit de Voynich ont toutes les bonnes affaires à la bonne place. on voit ça. Donc, bon, l'extraterrestre, faut un peu l'oublier. Mais périodiquement, des gens reviennent. Puis il faut faire attention aussi. Hein? Il y a des gens, moi j'ai vu passer, comme c'est un sujet que je connais bien, c'est un sujet qui me fascine. Évidemment, dès qu'il y a une nouvelle sur le manuscrit de Voynich, je saute là-dessus. T'épluches beaucoup, c'est ça. Et à quelques reprises, on a vu des gens, surtout depuis l'avènement de l'intelligence artificielle, des gens dire « Ah, je crois avoir percé ou avoir décodé le manuscrit de Voynich ». Le problème, c'est que très souvent, ils vont réussir à décoder ce qui semble 3-4 mots qui semblent faire sens, mais après 3 ou 4 mots, au 5e, 6e, leur encodage fonctionne plus. Fait que c'est pas utile, tu sais, je veux dire, c'est un peu comme, bon, c'est un peu comme si tu prends des chansons en anglais. À un moment donné, tu peux trouver 2 ou 3 mots qui se succèdent puis qui te donnent un peu une impression que c'est en français. Tu comprends? Tu dis, hey, gars, on dirait que c'est du français ou tel truc. Ouais, d'écouter des chansons à l'envers, exemple. Tu vas, voilà, j'entends quelque chose, ça veut pas dire que ça fait du sens, ça. Non, c'est ça, tu sais. Donc, là, tu dis, ben là, gars, on dirait qu'il dit ça. Ouais, mais ça, c'est quand il dit 3 mots. Tu sais, après 3 mots, ça marche plus. Ça se défait. Donc, c'est ça. Donc, les gens qui ont dit, on croit avoir décodé le manuscrit de Voynich, il faut bien le dire, jusqu'à maintenant, personne n'a réussi. Et là, il y a une nouvelle, et je sais que j'ai fait un long détour, mais j'aime tellement parler du manuscrit de Voynich. J'ai des images plein la tête quand j'en parle. Et là, voilà qu'il y a quelques jours, dans le Social History of Medicine, donc qui est une publication, un périodique scientifique qui est publié par la Oxford Academy, qui est pas n'importe quoi, hein, l'université d'Oxford. Et là, on a 2 auteurs qui sont des chercheurs. Bon, l'un d'entre eux est un linguiste, c'est le docteur Brewer, et sa collègue Michael Lewis. Eux sont à l'université Macquarie en Australie. Et là, ils ont fait une proposition. Ils disent, on croit savoir ce dont traite le manuscrit de Voynich. Et là, leur interprétation, c'est que le manuscrit de Voynich, ils vont même jusqu'à nous proposer un candidat. Ils disent, on croit que l'auteur du manuscrit de Voynich était un médecin gynécologue qui vivait au 15e siècle, donc assez dans la bonne période. C'est le docteur Johannes Hartleb, qui est un médecin de Bavière. Et il dit, ben voilà, ce Hartleb a écrit d'ailleurs dans sa carrière des ouvrages sur les plantes, l'astrologie, la magie, la santé, la médecine. Donc c'était un peu un touche-à-tout du domaine des sciences. Et eux disent, on croit que c'est lui qui a écrit le manuscrit de Voynich. Et que contient ou à quoi fait référence le manuscrit de Voynich? Ben selon eux, à tout le moins la partie avec les madames, et probablement même plus largement, on parlerait de la santé féminine, mais de la santé féminine sexuelle. Donc on parle essentiellement d'avortement, de méthodes de contraception. Et évidemment, ouais. et tu auras bien compris que la contraception et encore plus l'avortement était très mal vu par l'Église. Donc ce manuscrit serait donc un traité de médecine qui parlerait de la santé sexuelle féminine avec des recettes de plantes sur comment peut-être produire des produits ou des cocktails abortifs et autres. Quant aux étoiles, aux constellations, ben il y aurait des références là-dedans sur les périodes où les femmes sont plus fécondes ou moins fécondes, etc. Et ils en tiennent ils s'appuient sur plusieurs dessins, dont l'un d'entre eux, par exemple, on voit 9 cercles. Hein, à un moment donné, tu regardes dans le manuscrit et là, tu as comme des constellations et là, tu vois comme 9 cercles qui sont reliés les uns aux autres par des espèces de tubes. Et là, on nous dit, selon leur interprétation, ils disent, voilà, dans l'Europe médiévale, on croyait, par exemple, que l'utérus avait 7 chambres et que le vagin avait 2 ouvertures, une extérieure et une intérieure. Bon, pose-moi pas la question, comment il arrive à ces conclusions-là. Mais c'est controversé comme... Ouais, et là, il dit, ben voilà, et ça, quand on regarde ce dessin-là, on croit que ça peut ressembler à ça. Et puis, sur un autre dessin, par exemple, on voit comme un cercle ouvert au centre, qui pourrait faire penser un peu à une vulve. Et là, on a comme 4 tuyaux qui sortent de ce cercle-là. Et là, ils nous disent, ben voilà, dans l'époque médiévale, on croyait que chez les jeunes femmes vierges, l'hymen était relié au vagin par 5 vaisseaux sanguins. Donc, ces 5 tubes-là
représenterait les cinq veines qui reliaient l'hymen au vagin. OK. Ensuite de ça, il y a un moment donné où on voit un château. Et ça, le château... c'est la féminité. Presque, hein, parce que le château, en allemand, ça se dit Schloss. Et là, il dit, ce mot-là, c'est un mot également un peu... je dirais pas vulgaire, mais un peu commun ou familier pour décrire l'organe sexuel féminin. Ah! Donc, on aurait utilisé le château pour faire une référence à ça. Bon, c'est un peu leur conclusion. Moi, personnellement, qui connais bien le sujet, ils ont peut-être raison, mais moi qui connais bien le sujet, j'ai quand même quelques réserves. Premièrement, mes réserves sont les suivantes. Il s'appuie, j'ai l'impression, l'expression c'est faire du cherry picking. Hein? Oui. Tu choisis ce qui fait ton affaire. Fait qu'ils choisissent tel ou tel dessin, ils l'interprètent en fonction de la gynécologie, là. Mais ça fonctionne pas. OK, c'est vrai pour le dessin A et B, mais que fait-on des 200 autres dessins qui sont dans le manuscrit, qui correspondent à rien? Donc, ça fonctionne pas. Tu choisis 5 dessins sur 250 ou 300 dessins qu'il y a dans le livre, puis tu les interprètes. C'est un peu grand n'importe quoi. Parce que j'invite les auditeurs à écrire le manuscrit de Voynich, puis à aller voir les dessins avec les petites madames dessus, puis il faut vraiment avoir l'imagination fertile pour... OK, il y en a peut-être une avec les 2 grosses ballons que ça a l'air effectivement de des ovaires, là. Mais mis à part de ça, là... C'est ça. Donc, ils font un peu ce travail-là. Moi, j'ai un peu l'impression que c'est un peu comme je te dis, du cherry picking. Puis là, ben évidemment, pourquoi on cache le manuscrit? Ben parce que, bien sûr, l'Église en aurait voulu au manuscrit, ce qui, peut se valoir. Les autres éléments, c'est l'histoire de Schloss, le fameux château. Tu sais, comme le disait Freud, hein, parfois un cigare n'est qu'un cigare. Tu sais, j'ai l'impression que le château n'est rien d'autre qu'un château. Hein. On sait pas c'est quoi la teneur du texte qui est en dessous. Mais le château a l'air d'un château médiéval, puis on va même plus loin. Le château, à regarder les remparts, on peut même dire que c'est un château d'architecture allemande. Hein? Les châteaux, par exemple, d'Europe de l'Est avaient des tours carrées et il y avait de tel ou tel genre de pignon, alors qu'ici, on a une architecture beaucoup plus carrée. On voit que c'est les murailles sont en machicoulis, donc avec une espèce de passage sur le dessus. Le toit est rond, comme des châteaux qu'on retrouvait à l'époque en Allemagne ou en Espagne. Donc, on sait un peu à peu près à quelle période que ça peut correspondre le dessin du château. Et comme je l'ai mentionné, ben parfois un cigare n'est qu'un cigare et un château n'est qu'un château. Donc, faut pas chercher beaucoup plus loin. Et plusieurs éléments m'agacent là-dedans. Il y a leur le fameux auteur qu'ils évoquent, hein, Hartlieb. Il faut quand même savoir que ce type-là, même s'il a écrit des ouvrages sur la botanique ou la gynécologie ou etc. Il faut savoir que ce sont des ouvrages qui sont beaucoup plus tardifs. Il écrit ces ouvrages-là de manière beaucoup plus tardive que le manuscrit de Voynich. Hein. Les ouvrages qu'il écrit, comme je l'ai mentionné, il a vécu entre 1410 et 1468. Les ouvrages qu'il écrit sont surtout aux alentours de 1450. Alors que le manuscrit de Voynich, il est déjà... si on considère que l'auteur Hartlieb commence à écrire aux alentours de 1445 ou 1450, le manuscrit est déjà ancien de 15 ans. Là. Et 15 ans, ça c'est en prenant la date la plus extrême au carbone 14. Parce que si on prend la date la plus ancienne, c'est 1404. Donc le manuscrit a déjà 50 ans à ce moment-là. Et on voit bien, là, pour le regarder, le manuscrit de Voynich, ça placerait le manuscrit là, dans l'historique, dans la chronologie de la vie de Hartlieb, ça placerait le manuscrit au début de sa carrière. Or, on voit bien que le manuscrit de Voynich est une œuvre achevée, là. C'est pas un premier jet, c'est quelque chose qui a été mûri, qui a été, qui a été réalisé par un homme qui avait une longue expérience de l'écriture et de ce type d'ouvrage. Hartlieb n'est pas un bon candidat pour cet ouvrage-là. Bon, je veux pas mettre en pièces complètement leur hypothèse ou leur proposition. Ça mérite d'être réfléchi. Mais je trouve que c'est quand même un peu boiteux si on essaie d'appliquer ce raisonnement-là à l'ensemble du manuscrit. Donc, pour l'instant, ça reste très incertain et je pense même que le manuscrit de Voynich doit certainement faire référence à autre chose que simplement la gynécologie féminine de l'époque. T'sais. Ou encore l'ancêtre du... À moins que le Kama Sutra soit beaucoup plus vieux que ça, là. Je veux pas parler à travers mon chapeau. Là, j'ai pas la date sous les yeux, je pourrais pas dire.
Ici, on compare, je sais pas si tu voulais faire une pause, Christophe, parce qu'il y a le Necronomicon. Micon, oui, que je savais. Ouais. Fait que les auditeurs sont invités à boire une gorgée. Je savais que j'allais le massacrer. OK. Mais pourquoi, c'est ça? Pourquoi parler du Necronomicon? Ben, parce que, bon, on parle du manuscrit de Voynich, évidemment, parmi les hypothèses évoquées. S'il contient un contenu que l'Église aurait pu être offensé, ben, il devient à ce moment-là une espèce de grimoire. Est-ce qu'il contenait des recettes de sorcellerie, des recettes de magie, des recettes d'alchimie, ce qui le placerait à ce moment-là dans la catégorie des grimoires. Et dans les grimoires, ben, l'un d'eux, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, qui revient souvent, c'est le fameux Necronomicon, qui a inspiré des films, des livres, on le retrouve même dans des jeux vidéo. Et là, des gens se disent, ben voilà, on peut même dans les librairies sur l'occultisme, tu peux même acheter le Necronomicon. Tu peux aller sur YouTube, par exemple, puis sur Amazon, puis acheter le Necronomicon que l'on te vend comme étant un grimoire. Et là, on dit, ben voilà, c'est le grimoire, le Necronomicon. Tout ça, il faut le dire, c'est de la fadaise. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Le Necronomicon, là, est essentiellement une invention qui a été faite par H.P. Lovecraft. Il a écrit parmi les nombreux ouvrages qu'il a écrits, c'est un auteur de romans fantastiques, il a écrit toute une saga qu'on appelle le mythe de Cthulhu. Et dans ce mythe de Cthulhu, c'est un peu difficile à dire parce que ça s'écrit C-T-H-U-L-H-U. On a un bon exercice de grammaire ce soir. Ouais, ici on a un exercice dans le mythe de Cthulhu. Et dans ce mythe de Cthulhu, donc, il parle du Necronomicon. En fait, la première fois qu'il en parle, c'est dans un livre en 1921 qui s'appelle La Cité sans nom. Mais dans ce livre-là, il raconte, ça fait partie de cette fameuse saga de Cthulhu. Désolé pour les fans de H.P. Lovecraft si j'écorche un peu le nom, là. Mais l'ouvrage est publié en 1921, ça s'appelle le livre, ça s'intitule La Cité sans nom. Et dans cet ouvrage-là, donc, on nous parle d'un livre de magie, mais dans le livre, on donne pas, dans l'ouvrage de Lovecraft, La Cité sans nom, il n'en parle pas trop, Il l'évoque, mais il ne lui donne pas de nom, il l'appelle pas le Necronomicon, il parle d'un livre de magie, et il ne parle pas non plus trop du contenu. Il faut vraiment attendre 1924, dans un autre livre de cette fameuse saga qui s'intitule Le Molosse, où là, cette fois, Lovecraft va reparler à nouveau de ce livre de magie, toujours dans cette saga. On peut imaginer, là, pour les gens qui n'ont pas lu Lovecraft, là, c'est vraiment une saga un peu du genre le Seigneur des Anneaux. Là, ce sont des grandes fresques où s'incarnent des extraterrestres, des êtres maléfiques, des démons, de la magie, le pouvoir omniscient. Donc, c'est une saga excessivement complexe. Moi, personnellement, comme lecteur, j'aime pas beaucoup Lovecraft. J'en ai lu quelques ouvrages quand j'étais jeune. J'aime pas beaucoup le style d'écriture, non plus le genre d'histoire, mais je sais qu'il a énormément de fans. C'est un auteur excessivement populaire et ses romans ont été mille fois adaptés dans le cinéma, dans des bandes dessinées et ailleurs. C'est quelque chose de très important dans la littérature américaine que sont les œuvres de Lovecraft. Mais c'est en 1924 donc qu'il va écrire un livre dans lequel il évoque pour la deuxième fois ce fameux livre de magie. Cette fois, il le nomme le Necronomicon. Donc là, le nom est lancé. Et là, éventuellement, ce livre-là va commencer à circuler chez les amateurs. Et là, et ça, c'est assez amusant parce qu'en 1927, Lovecraft, comme il a réutilisé son Necronomicon, il veut pas créer lui-même des erreurs. Il veut pas se prendre lui-même en faute en disant dans son roman A, il parle du Necronomicon qui a été écrit à telle date, puis dans le roman B, il se trompe. Il va donc écrire l'histoire du Necronomicon. Mais pour lui, c'est un peu comme mes notes d'auteur. Donc, il écrit en 1927 pour lui-même, de façon privée, l'histoire du Necronomicon. Et là, il le fait et il dit, ben voilà, le livre a été écrit par un poète arabe qui s'appelle Abdul al-Zahed, qui serait mort quelque part en l'an 730 de notre ère. L'ouvrage originalement s'appelait Kitab al-Zaïf, qui veut dire les hurlements des démons du désert. Ça contiendrait des incantations pour faire apparaître des créatures tout à fait fantastiques. Ensuite, il dit, ben voilà, l'auteur, l'arabe Abdul al-Zahed, aurait perdu la raison durant le moment où il écrivait le roman. Son grimoire de magie, quelque part en 738, il aurait été dévoré par un monstre
invisible. Et c'est assez étonnant parce qu'il dit, là, faut croire qu'ici Lovecraft fait une grave erreur parce qu'il dit, il décrit son auteur comme étant un poète arabe, mais le nom Necronomicon est clairement un nom grec, hein, qui veut dire le livre des morts. T'sais. Donc là, c'est un peu paradoxal que il renomme le livre avec un nom grec. Mais néanmoins, cette histoire-là, elle est inventée, là. C'est essentiellement l'œuvre de Lovecraft. Et là, des gens, dans les milieux de l'occulte, on dit, peut-être que Lovecraft était un initié, puis que si le Necronomicon n'existe pas, peut-être qu'il s'est inspiré de véritables livres de magie, a voulu faire passer un message, parce que Lovecraft était un initié. Pouette. Ça, c'est bien beau, là. Mais les gens qui connaissent Lovecraft, et je suis certain qu'il y a à l'écoute des gens qui connaissent bien l'œuvre littéraire de Lovecraft ou qui connaissent bien l'auteur. Lovecraft avait un mépris, cinglant pour les gens qui croyaient au surnaturel. Lui écrivait du surnaturel, il aimait ça, c'était son fond de commerce. Mais les gens qui disaient croire aux fantômes, aux esprits, aux monstres, aux démons, etc., il les méprisait. Il trouvait ça complètement fantaisiste de croire à ce genre de trucs-là. Donc, c'est clair que Lovecraft n'était pas un initié. D'ailleurs, dans des correspondances qu'on a de Lovecraft, qu'on a conservées, il écrit à un moment donné à un ami où il lui demande des conseils sur un ami qui est plus versé que lui sur la magie et la sorcellerie. Et Lovecraft dit textuellement dans cette lettre que la seule chose qu'il a lue qui lui a inspiré le Necronomicon, c'est l'Encyclopédie Britannica. Donc, qui était à l'époque la grande référence, là, un peu comme le Larousse ou le Petit Robert à l'époque, c'est une vraie, ou l'Encyclopédie Grolier, hein, pour les gens un peu plus vieux, plus âgés, là, au Québec, là, on se rappelle de ça. C'était une encyclopédie sur tout. Et l'Encyclopédie Britannica était de ce type-là. Donc, Lovecraft demande à des amis de l'informer davantage parce que on voit bien qu'il n'est pas initié et il n'a pas très envie non plus dans une autre correspondance à un moment donné on lui parle de gens notamment les gens qui sont il y avait les occultistes il y avait un groupe occultiste qui était très populaire à l'époque, à la fin du 19e, début du 20e siècle aux États-Unis, qui avait été fondé par Madame Blavatsky, qui s'appelait la Théosophie. Écoute, là, je te citerai pas les phrases qu'il a mentionnées à propos des gens qui s'adonnaient à la Théosophie, là, mais il avait vraiment un mépris pour les gens il aimait pas beaucoup ces gens-là. Donc, il ne s'est pas inspiré de véritables ouvrages. Le Necronomicon n'a jamais existé. C'est une œuvre de fiction. Et tous les livres qui ont été écrits par la suite, qui se présentent comme étant le vrai Necronomicon ou le vrai livre derrière le Necronomicon ou le livre qui a inspiré le Necronomicon, il faut savoir que ce sont des textes que l'on dit des textes apocryphes. Donc, on a pris le Necronomicon puis on en a fait autre chose, mais ce sont des œuvres de fiction, là, du début à la fin. Rien, mais vraiment rien là-dedans n'est véritablement tiré du Necronomicon. Le Necronomicon n'est rien d'autre qu'une œuvre inventée par H.P. Lovecraft, comme l'anneau du Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Ensuite, il faut quand même dire, c'est vrai qu'il y a eu des grimoires de magie. Au Québec, on en connaît deux, là, très particuliers. Hein. Certains d'entre nous là, vont se rappeler que nos grands-parents avaient souvent ça, ce livre-là, parce que ça contenait des recettes, ce qu'on appelait des recettes de grand-mère. C'était un ouvrage de sorcellerie qui s'appelait Le Grand Albert et le Petit Albert. On pouvait acheter ça au dépanneur du coin, à l'époque, le magasin général. Puis là, il y avait toutes sortes il y avait bien sûr des espèces d'incantations des esprits là-dedans, mais il y avait toutes sortes de remèdes de grand-mère également. Là. Donc, beaucoup, à la fin du 19e siècle, ces ouvrages-là ont été assez populaires, même dans une Amérique francophone et très catholique que l'était le Québec à l'époque. Il faut dire que le Grand Albert a été écrit au 13e siècle. C'est un ouvrage où, comme je l'ai mentionné, on parle un peu de sorcellerie, mais beaucoup aussi d'herboristerie, comment faire des plantes, comment utiliser des plantes médicinales. Et plus tardivement, aux alentours, au début du 18e siècle, on voit apparaître son petit frère, qui s'appelle d'ailleurs le Petit Albert, et éventuellement les deux livres seront publiés conjointement ensemble, et ça a été très, très répandu. Quant au véritable grimoire, dans les grands grimoires de sorcellerie, peut-être le plus connu, c'est un qui s'intitule Les véritables clavicules du roi Salomon, le Clavicula Solomoniste, et qui a été publié en 1700, et on nous dit qu'en fait, il aurait été retrouvé quelque part en 1517 et remonterait jusqu'à l'Antiquité, mais encore une fois, en dehors du fait qu'il est publié en 1700, il n'y a aucune preuve qu'un tel grimoire de magie ou de sorcellerie existait dans le passé. Donc,
ceux qu'on retrouve sur les tablettes dans les librairies ésotériques. Au mieux, ce sont des grimoires qui ont été écrits après au début du 18e siècle jusqu'à aujourd'hui. Les grimoires les plus anciens qui auraient pu être utilisés au Moyen Âge, ces ouvrages-là ont ou bien disparu ou à tout le moins n'ont pas été commercialisés. Il y a des livres de sorcellerie, il faut le savoir, des livres qui n'ont pas été commercialisés. J'en ai vu quelques-uns. Jimmy Page en avait aussi. Jimmy Page, qui est le guitariste du groupe Led Zeppelin, oui, qui était fasciné par la sorcellerie et l'occultisme, en avait quelques-uns chez eux. Donc, il y avait d'ailleurs une version originale du marteau des sorcières, le Malleus Maleficorum. Oh, j'aurais donc aimé savoir ça. Tellement fun en latin, hein? Mais bon, donc oui, il y a ces ouvrages-là qui existent, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que les grimoires que l'on retrouve dans les librairies ésotériques, ce sont des ouvrages beaucoup plus récents qu'ils ne le prétendent eux-mêmes, et surtout, aucun d'entre eux n'est un dérivé véritable du Necronomicon, puisque le Necronomicon, le fameux livre des morts, est une œuvre purement de fiction imaginée par H.P. Lovecraft. Il n'est qu'un fantôme. On fait une pause, Christian. Il nous reste que quelques minutes. Est-ce que tu penses qu'un des deux sujets qui nous restait se résume en genre 7 minutes? Oui, je peux te faire ça. Super, restez là. On revient dans quelques minutes ici même à Radio X. Radio X Files. Radio X. Ce segment d'émission présenté par Tapis Extra. Depuis 1995, le numéro 1 des hits à Québec. Tapis Extra, Saint-Sacrement, Québec. Envie de redécorer? Les jours Sico, c'est maintenant que ça se passe. Économisez jusqu'à 50% sur les meilleures peintures Sico. Des peintures dont nous sommes fiers pour des projets dont vous serez fiers. Dépêchez-vous, l'offre prend fin le 15 mai. Trouvez votre peinture au sico.ca. Vous grillez des guimauves à la perfection au-dessus d'un feu de camp qui crépite dans la nuit. Les flammes se reflètent et dansent sur la carrosserie illustrée de votre nouvelle Toyota qui se recharge dans le crépuscule. Une cigale chante à votre oreille. OK, lui, c'est un maringouin. Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente étiquette rouge présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre BZ4X 2024. Visitez achetermatoyota.ca ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui. Qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir pour la fête des mères? Renouveler ma trousse de maquillage chez Jean Coutu. OK, mais y a rien qui me ferait plus plaisir que ça. Chez Jean Coutu, on a tout pour faire plaisir à maman pour la fête des mères. Fragrances printanières, coffrets, cartes de souhait. De plus, vendredi et samedi, obtenez une carte cadeau Jean Coutu de 15 $ pour chaque 75 $ d'achat de cosmétiques. Idéal pour gâter maman et vous gâter en passant. Les détails à jeancoutu.com. Pour la fête des mères, la bijouterie suisse paie les taxes sur tous les bijoux et montres pour elle. Choisissez le cadeau parfait pour exprimer votre gratitude à celle qui vous a donné le plus beau des cadeaux, vos enfants. Faites briller son cœur autant que son sourire. En magasin et sur bisuisse.com. Paradis, paradis. Cette semaine, chez Paradis Jardins et Accessoires, hibiscus sur tige à 29,95. Et les fines herbes sont à seulement 2,50. Ça donne le goût de jardiner. Paradis Jardins et Accessoires, on cultive le bonheur. Tu es camionneur, broker, étudiant, mécanicien, répartiteur ou cariste et tu cherches un emploi stable et payant? Viens nous rencontrer à la Foire Emploi Camionnage ce samedi 11 mai au Centre de Foire d'Expo-Cité. Entrée et stationnement gratuit. Une présentation de Truckers Guide et Truck Stop Québec. 169 pièces par semaine en location, 48 mois, 0 pièces de comptant pour le nouveau F-150 2024 STX Black Edition. T'as un échange? Pas de problème. Tout le monde le sait. Chez Donnacona Ford, c'est nous les meilleurs. Hi, le petit a bien grandi. Coudon, il pousse-tu dans l'eau? Ben oui. C'est un bambou. Pour tous vos végétaux, c'est Jardin Hamel. Avec Jardin Hamel, ça pousse en fou. 6029 Boulevard Hamel, ouvert tous les soirs en semaine jusqu'à 21h. Liquidasport. Pour la fête des mamans, obtenez 50% de rabais sur le deuxième article sur les vêtements de golf pour femmes à prix régulier ou moindre. Des grandes marques telles que Adidas, Swannies, Niveau et bien plus. Liquidasport, votre incontournable golf cet été, Jules Verne, Québec. Écoutez bien ça, la gang d'Armoire PMM est tombée sur la tête. Obtenez votre cuisine complète pour seulement 9 999 $. 15 caissons, 5 tiroirs, 30 pieds de comptoir pour 9 999 $. Lancez votre projet sur armoirepmm.com. La direction de Lévis Chrysler aimerait informer son extraordinaire clientèle que l'accès habituel à la concession sera fermé pour les 3 prochains mois, mais inquiétez-vous pas. Vous allez pouvoir y aller quand même, juste à suivre les indications.
Et pour se faire pardonner pour les inconvénients, attendez-vous à vous faire gâter pendant votre visite. La route est fermée, mais eux, ils restent ouverts. Et vous allez voir que chez Levy Chrysler, on s'occupe de vous, même quand la voirie fait sa job. Capsule recrutement. Prévost offre des salaires compétitifs à partir de 34 $ de l'heure et 5 semaines de congé après 1 an. Ça te parle? L'usine Prévost de Sainte-Claire recherche des soudeurs, soudeuses, mécaniciens et mécaniciennes. Viens exercer ton talent chez nous. Va sur prévostjob.com. prévostjob.com. Capsule recrutement. Radio X Files. Avec Christian Page et Camille. Radio X. De retour dans les Radio X-Files. Et Christian, tu voulais nous parler pour les minutes restantes de l'émission d'une nouvelle étude sur les complotistes et les théories du complot. Et c'est assez surprenant, hein? J'ai lu ça cet après-midi. C'est une étude qui a été publiée par l'American Psychological Association et c'est un article, un très long article qu'on pourrait traduire « La pensée conspirationniste, une méta-analyse des corollaires psychologiques et des motivations ». Ça, c'est de quoi? Ça c'est très émouvant et très sexy comme titre, là. Je dis ça attire, ça. Et donc, ces 3 chercheurs, l'un de l'université Emory en Georgie, un autre du MIT, Massachusetts Institute of Technology, et de l'université de Regina au Canada, là, en Saskatchewan. Et ces 3 chercheurs se sont penchés sur c'est une méta-analyse, c'est pas une analyse, mais une méta-analyse. Ils ont donc regroupé 170 études qui traitaient des théories du complot, 257 sondages et qui représentent là, 158 473 répondants. Donc, on a quand même un bon échantillonnage. C'est crédible, comme on dit. Ouais. Et ils ont regardé, en fait, l'évolution des théories du complot au cours des 10 dernières années. Et en faisant, bien sûr, une parenthèse avec la période de COVID, parce que la période de COVID a été un moment qui a exacerbé un peu tous les gens derrière leur écran d'ordinateur. Donc, on a mis une catégorie séparée? On a une catégorie un peu séparée. On a regardé avant le COVID et après le COVID, là, en tenant compte de ces éléments-là. Et ce que l'on découvre, c'est assez surprenant. Moi-même, j'étais un peu surpris. Mais bon, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Même si les théories du complot semblent beaucoup plus présentes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 15 ou 20 ans, elles ne font pas plus d'adeptes. Elles sont plus présentes parce que les médias sociaux en parlent beaucoup. C'est devenu aussi un sujet sur lequel les médias, les grands médias, entre guillemets, mainstream, aiment parler. Hein? Autrefois, probablement, à TVA, à Radio-Canada, à CNN, on n'aurait pas parlé beaucoup des théories du complot. Mais depuis la pandémie, on dirait que les théories du complot sont devenues un sujet de discussion valable. Donc, on reçoit dans des émissions des gens qui viennent parler des théories du complot et on en parle assez ouvertement dans les grands médias. Mais finalement, les théories du complot restent un peu stagnantes. À l'époque, il y a 20 ans, il y avait à peu près 3% des gens qui adhéraient à des théories du complot. Et ces théories-là du complot, bon, on les connaît, là, on dit théorie du complot, mais on devrait plutôt parler de super complots, parce que comme on le dit souvent, les complots, en eux-mêmes, les complots existent, là, à partir du moment où 2 personnes dans une entreprise décident de détourner de l'argent pour envoyer ça dans un fonds, un compte en Suisse, là, il y a un complot, là. Ouais. Parce qu'un complot, la définition du dictionnaire d'un complot, c'est une collusion entre des personnes ou des organisations pour commettre un geste illégal, immoral ou criminel. Donc, détourner des fonds, c'est obligatoirement un complot. Mais évidemment, quand on parle des théories du complot, on parle des théories du super complot. Hein? Les chemtrails, les attentats du 11 septembre, l'assassinat de JFK, les extraterrestres sont présents parmi nous. Bon, ce sont les super complots. Et quand on parle des super complots, il n'y a pas une mouvance. Hein? Les gens qui adhéraient, on avait à peu près 3% de gens qui adhéraient à ces super complots il y a 20 ans. Aujourd'hui, on a à peu près la même chose. C'est simplement que les gens semblent plus visibles parce qu'ils utilisent les médias sociaux. Ils se manifestent de manière plus physique. Ils vont faire des manifestations. Mais on l'a vu également durant la pandémie. Hein? C'était parmi les gens, par exemple, qui voulaient manifester à Ottawa, il y avait là-dedans des gens qui étaient QAnon et qui adhéraient à d'autres théories du complot un peu fantaisistes. Et
Et il y a bien sûr les théories là, complètement absurdes de la Terre plate et compagnie, mais il n'y a pas plus de gens, même si ces théories semblent plus visibles, on en parle beaucoup plus, elles ne font pas plus d'adeptes. Et ça, c'est intéressant. Donc, on en parle plus. Elles sont plus connues par les gens. Donc, il y a 20 ans, on aurait parlé, par exemple, de la théorie des chemtrails. Et les gens auraient dit, mais c'est quoi ça, les chemtrails? Aujourd'hui, les gens savent ce qu'est les chemtrails, mais ça veut pas dire qu'ils y adhèrent pour autant. Ils en ont entendu parler, mais n'y adhèrent pas forcément, même si on en parle plus. Et ça, ben, quelque part, c'est assez rassurant. Ce qui m'a frappé également dans cette étude, c'est qu'il mentionne que les gens occidentaux, donc les gens, les Américains, les Canadiens, les Européens, donc les gens de culture occidentale ont moins de chances. On aurait tendance à croire que les médias sociaux, et on regarde un peu ce qui se passe aux États-Unis, hein, et justement durant la présidence de Donald Trump, toute l'histoire de QAnon, et là on le voit avec ce qui se passe à New York avec le procès de Donald Trump, c'est toujours la faute des démocrates et des histoires, le Pizzagate, puis les démocrates mangent des bébés dans des pizzerias et compagnie. Donc, on a une espèce de... C'est un peu complètement fou. Et pourtant, le rapport mentionne que les gens dans les pays occidentaux, souvent, les théories du complot impliquent une volonté gouvernementale. Or, dans les grands pays occidentaux, les gens ont moins de chances de tomber dans des trucs comme ceux-là parce que il y a une espèce de transparence par rapport au système politique qu'on n'a pas, par exemple, dans ce qu'on pourrait appeler dans certains pays du Moyen-Orient. Tu sais, je veux dire, je pense pas que tu aurais été manifesté devant le palais de Saddam Hussein. Là, tu sais, non. Bon, tu sais, c'est un peu ça. Donc, si tu t'essaies, tu t'offres 30 secondes. Voilà. Donc, dans des pays où il y a des juntes militaires, dans des pays qui sont dirigés par des dictatures, ou dans des pays où le peuple n'ont pas vraiment accès à la machine politique, ben ces gens-là sont plus susceptibles de tomber dans des théories du complot qu'on ne l'est, nous, dans les pays occidentaux. Mais néanmoins, c'est quand même rassurant de voir, tu sais, eux d'ailleurs utilisent l'expression, ils disent c'est pas parce que les gens en parlent plus qu'on est plus porté à boire le Kool-Aid, hein? C'est l'expression qu'ils ont utilisée, à boire le Kool-Aid, évidemment faisant référence au suicide collectif de Jim Jones en 1978. Donc oui, on en parle plus, oui, on en discute, mais ça veut pas dire qu'il y a plus de gens qui adhèrent à ces théories un peu fantaisistes. Donc ça, au moins, j'ai trouvé ça rassurant en lisant l'article. C'est rassurant aussi d'avancer ma théorie du complot, qui est la minorité bruyante aussi qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Là, c'est qu'on a l'impression justement que ça prend toute la pièce, mais en réalité, c'est parce que c'est une question d'algorithme aussi à un moment donné. Oui, d'ailleurs, eux, ils ont plusieurs pages où ils parlent de ça, hein, les algorithmes. Hein, toi, t'adhères à une théorie du complot, ben évidemment, on va te renvoyer vers d'autres théories du complot et là il y a un mécanisme de... C'est un piège à ours. C'est un piège à ours. Puis c'est un biais de confirmation. Hein, tu rencontres des gens qui croient exactement comme toi, qui pensent comme toi, qui te renvoient à des sites qui pensent comme toi. Puis là, ben finalement, c'est un espèce de cercle vicieux. Mais si on regarde dans la population générale, ben il y a pas plus de gens aujourd'hui, en 2024, qui croient qu'on n'a pas été sur la Lune qu'il y en avait en 1985, par exemple. Ben ça, au moins, c'est rassurant. Ben effectivement, je veux dire comme toi, très rassurant, Christian, puis très fascinant encore une fois ce soir. Je te remercie beaucoup pour l'émission. La semaine prochaine, c'est mon petit dada. Ouais, on tombe dans l'univers du crime. Dans l'univers du crime. Moi aussi, j'ai hâte d'y retourner. Oh, ben on se dit avant. D'ailleurs, on le sait comme on peut pas le dire encore, mais on prépare peut-être quelque chose là pour les auditeurs justement dans cette voie-là. J'espère qu'on pourra l'annoncer d'ici la fin de la présente saison. Pas de pression à personne, mais j'aimerais vraiment ça. En tout cas, moi, c'est un oui. Le message est lancé. Oui, c'est ça. Et bonne fin de semaine à toi, Christian. Bonne fin de semaine à nos auditeurs. Et on se dit à vendredi prochain. Absolument. Ciao. Bye. Radio X-Files. Radio X. La sexe exploratrice. Sexualité, amour, relations, sans tabou. Avec Mel Trudel. La sexploratrice. Du lundi au jeudi, 22h et le vendredi à 20h. Radio X. Présenté par Planet X. Devenez un aventurier du plaisir. Explorez vos fantasmes. Trouvez le produit adapté à vos besoins au meilleur prix. Planet X, 6 boutiques pour vous servir. Monplanetx.com.
Sortez du trafic et venez chez JD Mitsubishi à Bois-Châtel où vous serez un client apprécié, pas un numéro. Et Frédéric Tremblay, son directeur, vous explique pourquoi. Dès que vous allez mettre les pieds chez nous, vous allez sentir l'ambiance familiale, la convivialité. Chez nous, c'est un petit concessionnaire, on se sent bien, on vous fait sentir comme chez vous. Venez rencontrer les gens chez JD Mitsubishi. JD Mitsubishi, sur le boulevard Sainte-Anne, est recommandé CAA et fait partie du groupe JD. Une équipe, une famille. Chez Club Piscine, les piscines, on connaît ça. On connaît la hors-terre de la famille Lapointe, solide depuis 2012. On connaît aussi la creusée des Nouyennes Barrettes, toujours à 87 degrés. Et c'est sans parler de nos dizaines de milliers d'autres piscines partout au Québec. Alors si vous aussi vous voulez une piscine pour cet été, venez nous voir en magasin. On va apprendre à se connaître. Économisez jusqu'à 1300 $ sur nos piscines hors terre, comme la Mao tout équipée, maintenant offerte à partir de seulement 2999 $. Seulement chez Club Piscine de Québec et Lévis. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Les restants de nourriture, ça va pas aux poubelles. Tu penses que t'en as pas assez pour composter? Pourtant, c'est suffisant et c'est aussi vite que les jeter. À Lévis, les matières compostables représentent 40% du poids des déchets. Fini les excuses. Compostons. MF Entretien Extérieur, c'est votre allié pour vos projets de lavage de vitres, lavage haute pression, taille de haies et plus encore. Confiez-nous les travaux extérieurs de votre maison. Pour profiter de l'été sans vous casser la tête, c'est MF Entretien Extérieur. MFentretienextérieur.com. Pour vos projets de construction ou de rénovation, direction Tôle Ouellette. Une vaste gamme de matériaux. Bois brut, tôle à toiture, tôle murale, pliage d'acier et d'aluminium sur mesure, réalisez toutes vos idées. Passez nous voir en magasin ou visitez le matériauxouellette.com. Cette année, pour vous procurer